C'est à cause Et comment on explique ça à nos parents ? Comment on explique ça aux parents ? Dites aux parents que c'est pas grave d'échouer tant qu'au bout d'un moment tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie et je suis content que mes parents ont accepté mon échec. Je sais que c'est pas un échec, je sais que personne ne considère comme échec, mais au moment où tu es en train de rater tes heures, que tes parents te payent tes études, bien sûr que tes parents se posent des questions et c'est nécessaire, mais au bout d'un moment tu dis ok, c'est ça que je veux faire maman, papa, c'est ça que je veux faire et je sais que je galère mais je vais y arriver. Bonjour Internet, je suis Wilmo et bienvenue dans le premier épisode de Quand tu seras grand. Quand tu seras grand, c'est un podcast qui a pour vocation de parler d'un métier avec les gens qui le font et donc qui sont le plus concernés, le plus à même à expliquer ce que c'est vraiment ce métier. Et j'espère qu'en posant mes questions, ça répondra aux vôtres. En plus de pouvoir apprendre plus sur un métier que vous voulez faire, c'est aussi une façon, j'espère, de ne pas avoir à expliquer le métier que vous voulez faire 4 millions de fois. Vous pouvez envoyer le podcast à une personne et si ça se passe bien, elle pourra comprendre l'intérêt, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est un vrai métier, etc. Ce podcast est disponible en 2 versions. Il y a la version audio que tu peux amener n'importe où avec toi, que tu peux écouter en faisant la vaisselle, en faisant du sport, en faisant ce que tu veux. Et c'est comme ça que ça a été enregistré à la base. Mais en plus, j'ai fait une version vidéo où tu as tous les trucs dont on parle, toutes les références et tout. Dans la version vidéo, tu peux les voir à l'écran. Donc si on parle d'un truc que tu comprends pas, tu peux faire pause. Normalement, il y aura un petit truc explicatif. Et sinon, de toute façon, en description, il y aura un lien où tu pourras retrouver la version audio, mais aussi un article de blog avec tous les trucs dont on a parlé. C'est pour pas que vous ayez à prendre des notes pendant que vous écoutez l'émission, vous pouvez l'écouter tranquillement. Et moi, j'ai déjà pris toutes les notes. À la fin, vous allez sur le site, vous aurez toutes les références et vous pourrez toutes les regarder une par une si vous voulez approfondir un peu le podcast. Donc cet épisode, je suis avec Logan Manglou. C'est un créateur de jeux vidéo, donc on parle de comment expliquer à ses parents qu'on veut devenir artiste, de comment rester motivé quand on est son propre patron et de comment on fait des jeux vidéo de A à Z. Si vous voulez comprendre un peu pourquoi je fais ce podcast et quelles sont mes motivations et tout, et pourquoi c'est intéressant de faire de podcast par rapport à où je suis, à La Réunion, j'ai fait un épisode 0 de ce podcast et vous pouvez aller écouter si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, etc. Et sinon, il y aura un nouvel épisode de Quand tu seras grand tous les 23 de chaque mois. Donc vous pouvez revenir si vous voulez. Sinon, vous pouvez vous abonner pour pas oublier, en fait, ce sera affiché directement à Wonara Prod, WONARAPROD sur Facebook, Twitter et YouTube pour retrouver les épisodes avec l'épisode 0 et l'épisode 1 avec Logan, l'épisode 2 qui arrive très bientôt. Et voilà. Wonara Prod, c'est une fausse boîte de prod mais qui fait des vrais trucs. Donc en étant abonné, vous verrez peut-être mes sketchs, mes courts-métrages, mes dessins animés, mes BD, plein de trucs que je vais faire, j'espère. Et ce sera cool. Voilà. Bon épisode. Donc on va devoir recommencer. Deuxième fois qu'on fait. Alors, je vais faire la version rapide. Bonjour Logan Manglou. Bonjour. Qu'est-ce que tu répondais à la question qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Eh ben moi je voulais juste raconter des histoires. Je voulais faire de l'animation, donc les flipbooks, etc., de la BD. Je voulais vraiment créer des choses en fait, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je crée des jeux vidéo. Ouais. Applaudissements. Wouh. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait ça, donc on est un peu moins spontané. Ouais. Je pense que ça va aller, parce que l'enregistrement avait foiré. Oh non, la pluie. Non, c'est juste une goutte. Comment tu te présentes aux gens qui te connaissent pas ? Je dis que je suis game designer. Bonjour, je suis game designer. Donc concepteur de jeux vidéo. D'accord. Et comment t'expliques ça à une grand-mère ?
Alors mamie, c'est créateur de jeux vidéo, donc c'est partir d'une idée, d'une toute petite idée de jeu, donc c'est créer les règles, créer un univers et faire un jeu vidéo avec, donc c'est vraiment le début, c'est du design, donc c'est la conception. Voilà. Tu viens d'où à la base? T'es né dans quelle ville? Je suis né à Saint-Denis, de la Réunion. D'accord. Et où t'étais, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du jeu en fait? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire du jeu? C'était un peu le hasard, je t'avouerai, parce que comme je t'ai dit, quand j'étais petit, en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais plus ou moins, je voulais créer des choses, mais je savais pas trop quoi. Et au final, l'éducation nationale a fait en sorte que je suis parti en anglais, je suis parti faire la fête à la fac. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit ouais, arrête de t'embêter à la fac, viens à Lillois, on crée des trucs, c'est cool. Et je lui dis, il y a quoi à Lillois? Il y a de tout, tu vas voir, il y a l'animation, il y a de l'audiovisuel, il y a du multimédia, du jeu vidéo. Je fais, quoi? Quoi? On veut me former aux jeux vidéo? Mais c'est quoi cette connerie et tout? Et du coup, je sais pas pourquoi, on s'amusait et tout. Je lui dis, écoute, je vais passer le concours. Et j'ai arrêté, j'étais en licence d'anglais, j'ai arrêté ma licence. T'as arrêté à quel niveau? C'était deuxième semestre de ma licence, et ma licence c'est 3e année. D'accord. Et j'ai préparé mon book, donc en fait je suis rentré sur entretien dès la 3e année à Lillois, donc j'ai eu la chance de pas louper des années. Et voilà, donc je suis arrivé directement 3e année à Lillois en jeu vidéo et j'ai appris les ficelles du métier avec les meilleurs. En 1 an t'as tout appris? Non, j'ai fait la licence, donc c'était 1 an, ensuite j'ai fait le master 2 ans plus tard. Ok. Et est-ce que c'était qui la personne qui t'a dit? C'était pas du tout... Alors c'était Clovis Adanvilliers, ce qui est intéressant c'est parce que c'est le mec qui sera en licence et en master 1, master 2 avec moi dans ma promo et avec qui on a créé Funky Monkey Studios en 2012. Donc le premier studio, on était à 4, le premier studio de jeux vidéo à La Réunion avec un local, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a enrôlé dans le jeu vidéo et qui continue et qui est développeur maintenant de jeux vidéo. D'accord. Ouais. Mais dans ton entourage proche, genre tes parents et tout, ils sont pas du tout là-dedans, tes frères et sœurs? Mon père est quand même dans la création artistique, donc je pense que ça a quand même pas mal joué parce que tu sais, c'est un peu... Quand tu dis bonjour papa, maman, je vais faire du jeu vidéo, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Ils ont pas très voilà, envie. c'est ça, donc quand tu vois mon père, il est musicien, il vit de la guitare, il vit de ses chansons, donc... D'accord. Ça a quand même aidé d'avoir quelqu'un qui est très dans la création artistique dans la famille. Donc si, je pense que c'est important. D'accord. Et toi, t'es jamais allé en métropole pour te former ou quoi? Non, moi je suis resté ici. Mais si jamais l'occasion se présente, j'irai peut-être... Toi, ça te dérangerait pas de partir? Non, je suis pas attaché, j'ai mes racines, mais non, ça me dérangerait pas. D'accord. Et on a déjà parlé. Il pleut. Il pleut doucement, ça va. Comment ça se fait que tu avais déjà un book et tout? Tu dessinais déjà et tout? Je suis quelqu'un qui m'ennuie beaucoup en cours depuis le collège. Collège, lycée et la fac. T'as fait quoi comme filière? J'ai fait ES en bac. D'accord. Donc je dessinais déjà beaucoup au collège. On a fait nos premières BD avec mon meilleur ami au collège. Au lycée, j'ai continué à faire de la BD et des flipbooks, donc des animations sur le bas de mes pages. Et la fac, je pense que ça a été l'apothéose des cours magistraux où tu dormais. Donc je me suis dit, allez, quitte à dormir, je vais dessiner un peu. Et j'ai continué à dessiner. J'ai appris Photoshop tout seul. J'ai une tablette graphique, etc. que mes parents m'avaient offert. Donc je continuais à me former. Comme tablette? J'avais je me rappelle même plus. Bambou, c'était mais avant la bambou, bien avant la bambou, les toutes premières tablettes Wacom. C'était des tout petits écrans, des tout petits carrés là comme ça où tu pouvais faire des petits trucs. Non, j'ai commencé vraiment avec la base et ensuite j'ai eu une bambou très vite, une Intuos après, là j'ai une Intuos, etc. Donc ça m'a permis, toutes ces années de glandage, à entrer directement en 3e année en jeu vidéo. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'année perdue. C'était vraiment... ça m'a permis de créer... Qu'est-ce que tu pensais de l'école et de l'art plastique, par exemple? Est-ce que tu trouvais que c'était un truc... j'ai fait alors j'ai pas dit, je fais ma seconde art plastique. J'ai fait ma seconde art plastique et j'ai trouvé ça pas adapté à ce que je voulais faire. C'était trop dans... Tu vois le gros cliché des hippies, qui te font c'est encore beaucoup de la peinture et... qui te font une tâche avec un bâton et avec un truc et de la performance, et je me retrouvais pas là-dedans. J'étais très dans le pratique en fait, très dans
je veux faire la BD ou je veux faire l'animation, je veux très technique en fait. Et voilà, beaucoup moins dans l'histoire de l'art. J'étais beaucoup plus dans non mais vas-y, je veux faire un truc qui bouge quoi, tu vois. Donc ouais, j'ai essayé art plastique, ça m'a pas du tout. Il y avait que des gens bizarres. Et moi je suis bizarre, mais pas. T'étais en filière en plastique carrément. Moi je te parlais de. Non, vraiment d'accord. filière art plastique. Ouais. Donc c'est des gens qui ensuite sont partis aux Beaux-Arts. Donc pour te dire l'état de ces gens-là déjà non, je me suis pas du tout retrouvé. Et c'est pour ça que je suis parti à la fac parce que je me suis dit bah non en fait c'est pas. Bah moi aussi quand je suis allé aux Beaux-Arts, je fais c'est pas du tout. C'est quoi? C'est pas bien, mais c'était pas mon délire à moi. J'ai beaucoup de délire, hein, vraiment. Je suis quelqu'un qui délire beaucoup. Je suis un créa, mais je suis un créa pratique. Créa technique avant tout en fait, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas le délire de la plupart des gens qui sont dedans, mais une fois qu'ils sont dedans, ils s'y prennent. Je sais pas, pour moi c'est vraiment un ovni les Beaux-Arts parce que c'est diplômant, mais c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, je vous encourage vraiment à essayer de voir un peu les énergumènes qui se traînent en performance. Ouais, la performance, c'est un autre monde les Beaux-Arts et je suis content d'avoir exploré cette facette pour me dire non c'est pas ça que je voulais faire. Mais des fois t'as besoin de, comme la fac, t'as besoin de savoir un peu, de prendre des gifles dans la vie pour savoir ce que tu veux pas faire. D'accord. Parce que je vois un peu la plupart des gens que j'aime bien en BD et tout, ils sont passés par là en fait. Et après ils ont fait oh là là non. Boulet aussi, Boulet a fait les Beaux-Arts. Il faut, et puis honnêtement, je pense que c'est pas les écoles, moi c'est pas Lillois, tu as une ambition et les écoles vont t'aider à te rapprocher, mais même si tu as rien, même si tu fais rien, si tu as envie de faire quelque chose, tu le feras. C'est pas les écoles qui vont t'en empêcher, qui vont t'aider, c'est les écoles te fournissent un réseau, te fournissent des tremplins. Justement, c'est ça le problème. Voilà. C'est une question un petit peu politique que je vais te poser. Parce que le système des écoles, il est payant, enfin les écoles d'art, c'est payant et c'est hyper fermé et tout. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les gens, ils vont comme les indépendants, ils ont pas trop d'argent. Les gens, ils vont faire des cours dans ces écoles. Donc après, ils vont prendre des élèves dans ces écoles, dans leurs trucs et tout. Du coup, ça fait un réseau un peu fermé bien sûr, pour les gens qui n'ont rien fait. Pour les indés, en fait, c'est vital parce qu'en fait, les indés, c'est pas des formateurs. Les indés, c'est des mecs qui cherchent des gens prêts à travailler, en fait. Donc, imagine moi, j'ai le choix entre quelqu'un qui a été formé par les mecs qui m'ont formé à Lillois pendant 5 ans et un mec qui sort de nulle part, qui est aussi motivé, moi je parle pas de la motivation, mais qui a tout à apprendre en fait, qui doit être formé dans les métiers, dans la rigueur du métier, dans l'optimisation, dans les outils qu'on apprend. On est d'accord que maintenant Unity on peut de manière autonome sur YouTube, mais il y a des choses qu'on transmet de formateur à j'allais dire formaté à apprenant, mais je pense que les indépendants ne sont pas prêts à prendre ce risque entre deux personnes en fait, parce que moi je suis formateur aussi, donc je connais les gens que je vais peut-être sans doute bosser avec eux. Voilà. Par exemple, ça se passe quand tu regardes ça, tu te dis par rapport forcément à la formation, par exemple quelqu'un arrive, il a déjà fait un jeu, mais il est en indé. Est-ce qu'il sera au même niveau que la personne qui a fait des cours et qui n'a pas fait de jeu ou bien moi je dirais même pas au même niveau, je dis juste que entre quelqu'un qui a fait un jeu, qui l'a sorti, tu testes le jeu, tu dis ok nickel, et un mec qui a été formé, qui a jamais fait de jeu, mec je prendrai le mec qui a fait un jeu. Parce qu'il n'y a pas de meilleure expérience, de meilleure concrétisation de sortir un jeu. Ça demande tellement d'efforts, tellement de rigueur, tellement de travail, que sortir un jeu pour moi c'est la première. Et même un petit jeu, la première étape vers je vais bosser avec toi, parce que tu es capable de finir un jeu. C'est comme dans tout, c'est pour passer de l'étape à j'ai rien fait et j'ai pas fait d'école à être à peu près à l'égal avec ceux qui ont fait des écoles, faut faire un truc. Il faut faire un truc. Faire des choses. Et moi, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais moi je fais des jeux vidéo, je suis game designer, je crée. T'as fait quoi? J'ai fait plein de projets à 80%, j'ai ouvert Unreal. Ok mec, mais t'as fait quoi? T'as sorti quoi? Oui, mais tu comprends, j'attendais, j'avais pas les compétences. Non mec, aujourd'hui, t'as envie de faire un truc, tu le fais. On peut s'auto-former, même si c'est pas parfait, tu sors un truc. T'as envie de sortir un jeu, tu sors un jeu. Donc voilà, les gens se cachent derrière des excuses, et moi si t'as envie de bosser avec moi, tu bosses, et puis je verrai si t'es vraiment quelqu'un qui bosse ou pas. Formation ou pas formation. Ouais. Et est-ce qu'on est d'accord que vaut mieux sortir un truc pas parfait que rien sortir du tout? On est d'accord. On est d'accord parce que rien ne sera jamais parfait. Will Wright, le créateur de SimCity, disait vos 10 premiers jeux, vos 10 ou 20 premiers jeux, vos 10 premiers jeux, ça sera de la merde. Donc autant les faire le plus vite possible. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai.
il faut faire des jeux pour s'améliorer. Et en effet, tu fais le premier, bon bah ok, c'est pas terrible, le deuxième, le troisième, le quatrième, et arrivé au 10e, tu dis ok, j'ai peut-être compris un truc sur le game design qu'avant je comprenais pas. Ouais. Le 11e sera mieux. Voilà, c'est ce qu'on dit un peu partout, c'est faut faire de la merde, faut faire de la merde, faut faire de la merde. Et au bout d'un moment, tu commences à comprendre. Donc le jeu vidéo, c'est pareil. Il faut faire. Il faut faire pour te rendre compte des erreurs et learning by doing, learning by falling. La première étape pour devenir bon, c'est de faire de la merde. C'est de faire de la merde, exactement. C'est d'être mauvais. C'est d'être mauvais et de le savoir. Et donc, est-ce que toi, t'as commencé... Bah non, toi, t'avais déjà la formation, mais quand t'as commencé, t'étais comment ? Parce que tu dis, il faut faire un jeu, mais faire un jeu, ça prend quand même du temps. Si t'es à la fac en même temps, comment tu balances ? Faut faire... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui était très compétent. Mon frère, il a 50 plus que moi. D'accord. Et il a toujours été super compétent en développement. Et moi, j'étais plutôt l'artiste, on va dire, 2D, 3D, sound designer, compositeur. Donc très très vite, avec ou sans formation, on s'est dit, vas-y, on va faire des petits jeux, on va faire des petits concours. Donc on a toujours été là-dedans. On n'avait jamais vraiment sorti de jeu, mais on arrivait à se débrouiller pour faire à peu près ce qu'on voulait. Et ma formation m'a appris cette rigueur en fait de mec, sors ton jeu. Je sais que c'est pas parfait, mais de dire d'arrêter avec le perfectionnisme et d'être dans l'applicatif. Je te parlais justement de cette rigueur. Et j'ai sorti mes premiers jeux en master 2. Et c'est là que j'ai compris que il faut sortir pour level up. C'est un peu comme si tu fais un boss, tu le farmes le boss pendant des heures et des heures, et au moment de l'achever, tu dis ah non c'est bon. Est-ce que tu gagnes l'XP ? Tu gagnes pas le loot, tu gagnes pas l'XP, tu gagnes rien du tout. Il faut le tuer le boss. Et le jeu c'est pareil, tu le tues, tu le finis, tu le ships, les gens vont y jouer. Même s'ils trouvent que c'est de la merde, tu pourras te dire ok, tu veux savoir ce que je fais ? Va sur l'App Store, télécharge mon jeu. Et les professionnels te diront ok, c'est 10 fois plus valorisant ça que juste un book où le mec il a participé à une vingtaine de projets qui sont jamais sortis. Tu vois. Et en tant que... On va faire très vite parce qu'on va revenir dessus à la fin je pense. Mais là c'est par exemple quelqu'un qui nous écoute veut se lancer dans un jeu, c'est quoi la manière plus rapide d'échouer là ? D'échouer ? Oui, de finir, de pas échouer pour pouvoir recommencer. D'aller le plus vite possible, finir un jeu pour pouvoir refaire un jeu derrière, La meilleure méthode ? Ouais. Quand on est débutant. Quand on est débutant, moi je pense que c'est de se renseigner, de maîtriser les outils qu'on utilise. Mais quels outils, cite des outils comme ça ? Unity, Krita pour tout ce qui est infographie, Blender pour tout ce qui est 3D. Déjà avec ces trois outils-là, maîtrisez-les. Et ça fait des tutos. Sur quoi, et tu après sors sur Android. Moi je pense qu'Android c'est vraiment l'endroit où on peut sortir le plus facilement. Les sites à la Itch.io, les trucs comme ça. Itch.io aussi, ça marche. Faire des game jams aussi. Les game jams c'est très formateur. Donc moi je dis aux débutants, participez au Game Jam, mettez-vous sur des tutos Unity. Unity, même le site de Unity propose vraiment pas mal de tutos qui sont super. Moi j'ai tout dévoré et je vous jure qu'on peut apprendre. Moi j'ai appris Unity from scratch. J'ai été formé mais pas sur Unity. Et voilà, donc je suis la preuve vivante qu'on peut, avec de la volonté, être débutant et sortir des jeux ensuite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Combien de temps tu penses c'est de faire un premier jeu ? Un premier jeu, moi je vous dis... Ouais, premier, après ça dépend. Il faut se mettre une deadline. Faut se mettre une deadline. Si moi je dis, je sais pas, 3 mois, 4 mois. 3 mois, 4 mois, c'est bien pour faire un premier jeu parce que évidemment, un mois, ça va t'apprendre. C'est-à-dire le jeu, tu peux tester le jeu un peu. Le proto, le plus vite possible. Le proto, c'est le plus vite possible. Dès que tu as un cube qui se déplace avec une base de gameplay, tu le fais tester à tes potes. Tu le fais tester. Je pense que le truc important à dire, c'est qu'en jeu vidéo, tu peux prendre les idées des autres en fait. Tu peux prendre un concept d'un autre jeu. Oui, bien sûr. Alors qu'en court-métrage, il faudra inventer une histoire. Bien sûr. Là, tu peux par exemple refaire Tetris, c'est pas une honte. Non, mais et puis même, je pense que le but, c'est pas de cloner. Je pense que comme les références quand tu dessines, c'est important les références. Même pour débuter, tu penses c'est pas une bonne école de cloner un jeu ? Si, en fait, il y a deux choses. Si tu veux sortir ton jeu, il faut pas cloner parce que tu le sors, ça veut dire que si c'est pas un cas d'école, si tu sors un jeu, il est dans le marché et les gens vont te pourrir parce que tu as fait un clone. Maintenant, tu as le droit de faire des clones. C'est que c'est partie de ta formation. Je veux refaire le premier niveau de Super Mario. C'est super formateur. Je veux refaire un Tetris. C'est super formateur. Je veux faire un Megaman. Ok, je vais le refaire. Mais maintenant, si tu veux sortir un jeu, moi je vous dirais, essaye de prendre un jeu que tu aimes bien. Moi, je parle Megaman. Essaye de juste
changer une règle et tu vas voir comment toute l'expérience va changer. D'accord. Genre, je vais faire un Megaman, d'accord, mais je peux pas toujours tirer de manière illimitée. Je vais mettre des ammo illimités. Ouais. Et juste en changeant cette règle-là, tu vas voir que toute l'expérience autour va être modifiée parce que les mécaniques de jeu, ce sont des rouages. Et si tu modifies un rouage, tous les autres vont modifier. Donc ça, c'est un exercice de game design qu'on fait. Et c'est très formateur. Donc il y a les deux. Il y a devenir un faussaire, donc un bon technicien en essayant de reproduire à l'exactitude les mécaniques de jeu. Et tu as la partie créa où tu te testes. Tu as le laboratoire où tu te testes pour faire un jeu vidéo. Novateur. Ouais. D'accord. Et donc tu conseilles de faire un jeu par un clone et de le sortir surtout. Ouais, c'est le game designer qui parle, hein, évidemment. Oui. Moi je pense que... C'était quoi ton premier jeu, toi? Mon tout premier jeu sorti, tu veux dire? Bah n'importe. C'était... Pas sorti. Ah, mon premier jeu, c'était quoi? C'est une bonne question, ça. C'était il y a tellement longtemps. Préférerais l'oublier. Alors, en L3, on a fait un projet qui s'appelait Oh My God, qui était un hack and slash, où tu peux jouer à 4 joueurs avec un gameplay totalement différent, asymétrique. Donc c'était un gros jeu de bashing, PC, bien... Ouais, sur PC, sur PC, sur un moteur qui s'appelle Dream Game, qui a été conçu par Christophe Nazaré, un mec qui a bossé à Infogrames sur Alone in the Dark. D'accord. Et ouais, Oh My God, c'était le premier projet de jeu vidéo vraiment concret qu'on a fait ensemble, avant que Funky Monkey existe en fait au final. Et qu'est-ce que c'est devenu? Ça s'est arrêté là? Ça s'est arrêté là, c'est un projet d'étudiant, donc on a bossé dessus, on s'est pris une grosse baffe de la vie. Parce que tu sais, quand ton premier projet, tu vas être ultra ambitieux. C'est genre, on veut faire un MMO. On veut faire un jeu à 4 joueurs. Ouais, tu sais faire un jeu multijoueur? Non. Ouais, on veut faire 15 niveaux. Tu sais faire un niveau? Non. Au final, on a fait un demi-niveau. D'accord. Et en fait, c'est pas facile. Vous étiez combien à 4? On était 5 à l'époque. En L3, on était 5. Mais je pense que c'est partie de la vie, tu as des attentes, tu as tes propres limites personnelles et professionnelles de la maîtrise de l'outil, etc. Et tu prends des baffes. Et tu dis, ok, je suis pas capable de le faire dans les temps. Et puis tu apprends. En Master 1, pareil, on s'est pris une baffe. Et en Master 2, au final, on a sorti 4 jeux smartphone en une année. C'était du jamais vu à Lillois à l'époque, en fait. Donc on apprend. Mais pour ça, il faut se prendre des claques. Ouais. Et je vous jure que vous allez vous prendre des claques. C'est vrai, c'est obligé. On va parler de ton travail un peu, on va essayer de se recentrer, on est déjà... Ouais, on parle loin. 18 minutes. On parle loin. Funky Monkey, c'est quoi? Funky Monkey Studios? Ouais. Et c'est la petite boîte, le petit studio qu'on a monté, qu'on est sorti de l'école. Donc il faut savoir qu'on a créé ça en Master 1. À Master 2, on a sorti 4 jeux en quittant Lillois. On a fait une conférence de presse sur les 4 jeux qui étaient sortis. D'accord. On appelait ça les jeux pays. C'était pour pourquoi? Android et iOS. Non, mais la conférence de presse. C'était pour la sortie de nos jeux. En fait, on a fait les choses en grand. Plein de journaux. Oui, on avait invité tous les journaux. On était au Récréateur à l'époque, qui était encore ouvert. Et on a vraiment les choses en grand. Je savais pas qu'on faisait ça à la Réunion. Eh bien, on faisait pas justement. Laurent Bouvier, qui est juste une personne géniale, qui travaillait encore à Lillois à l'époque, nous avait pris sous son aile. Il avait dit, les gars, c'est comme ça que ça marche. On est dans une société de médias. Vous voulez vraiment sortir de Lillois en beauté? Faites une conférence de presse. Et du coup, on a organisé une conférence de presse, on a fait les choses en grand et ça nous a poussé des ailes, quoi. On s'est dit, ok, on sait faire des jeux, allons faire. Donc on s'est pris un local, on a squatté le local du Chris du Margoya, merci Chris du Margoya, et pendant 2 ans, on a fait des jeux, on s'est lancé sur le marché et c'était génial, quoi, d'écrire l'histoire du jeu vidéo à La Réunion. Il n'y avait pas de filière à l'époque, il n'y avait rien du tout. Chacun était dans son coin et puis voilà. Donc Funky Monkey Studios est né de 4 mecs qui sortaient de Lillois, qui savaient faire du jeu vidéo et qui voulaient faire ça à La Réunion. Et comment ils vous voient les médias réunionnais? Là aujourd'hui? Non, mais à l'époque déjà. Ah, à l'époque, on était des ovnis. C'était du sensationnel pour sensationnel, je sais pas, mais c'est vrai que ça a fait déplacer les médias déjà à l'époque. Le marché du smartphone commençait à émerger. On était des Réunionnais qui essayaient de bosser à l'international, donc ça a fait du buzz, ça a fait du bruit. On avait pas mal d'émissions, on a une vraie couverture médiatique pendant ces deux années qui ont suivi. Donc, d'accord. Non, je pense que faire du jeu vidéo à La Réunion, ça nous a vraiment aidé d'être les pionniers, avec Lionel Darry aussi notamment, qui lui aussi avait vraiment, vraiment bien travaillé de ce côté-là. Donc je pense que non, les médias étaient très, très, très accueillants
par rapport à cette nouvelle de jeunes qui veulent, des jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent pas s'expatrier aussi. Ça. D'accord. Nous, on voulait rester à La Réunion et c'est une fierté un peu de... Et pour ceux qui savent pas à La Réunion comment c'est, ça veut dire quoi faire un tour des médias à La Réunion? C'est aller dans quoi? C'est aller dans le journal Ouais, il y a une Réunion, le Télé-Réunion, comment ça s'appelle maintenant Réunion Première. C'est les chaînes locales. Les chaînes locales, il y a le quotidien aussi, dans tout ce qui est le quotidien, le GIR, les journaux gratuits. Donc, c'est toute la presse locale. Il y a même Canal+, qui était venu pour le salon Canal des gamers. Réunion ou bien Canal+? Non, Canal+, un mec qui faisait une émission, je sais pas quoi, il était venu nous interviewer. Donc, non, vraiment... tous ceux qui étaient concernés par le jeu vidéo, vu qu'on était les seuls à faire du jeu vidéo à l'époque avec Lionel, ils étaient intéressés par ce qu'on faisait. Et est-ce que c'est un traitement de faveur ou bien tous les gens qui sont à Bouftang, ils ont eu ce traitement-là? C'est... Parce que j'en entends pas trop parler, moi, du jeu vidéo. C'est sûr que plus on est nombreux maintenant, et c'est bien en fait qu'on soit plus nombreux. Ça nous permet plus d'émulation, plus de projets, plus d'acteurs de projets, mais bien sûr qu'on est moins sur le buzz. Bien sûr que maintenant qu'on contacte nos potes journalistes pour la sortie des jeux, ils relayent automatiquement, parce que même si c'est une filière qui grandit, ça reste comparé à la filière multimédia et la filière audiovisuelle qui est très 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 petite. Donc ça reste quand même chaque année une sensation quand il y a quelqu'un qui sort un jeu, par exemple Jack Barrow qui est sorti, on a diffusé le trailer de Jack Barrow, tiens-toi bien, au ciné Cambé pendant l'avant-première du dernier Pirates des Caraïbes. C'est un truc de malade. C'est le plus grand cinéma de La Réunion. C'est un truc de malade. En salle 1 et tout. Pour nous, on était comme des gamins, en salle 1, il me semblait en salle 1. Et on s'est dit, on ne pouvait pas le faire, nos Funky Monkey, nous-mêmes. Donc Bouftang était là pour ça, pour rassembler des gens qui n'étaient pas Funky Monkey, qui voulaient faire des choses aussi, et grandir ensemble en fait. On n'a pas dit du coup Bouftang, c'est quoi? Bouftang, c'est tout simplement le collectif qui rassemble les professionnels du jeu vidéo à La Réunion. Donc le collectif s'est créé d'une nécessité de survivre ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde était dans son petit garage, c'est un espace de coworking. C'est un espace de coworking qui est situé pour le moment à Pimangaï, le studio d'animation dans la ZAC 2000 au port, et on essaie vraiment de dire à tous les acteurs du jeu vidéo, venez créer des projets, allons mutualiser les compétences du jeu vidéo et d'autres compétences qui font partie du jeu vidéo. Et techniquement, c'est une start-up, c'est une mini-entreprise. C'est Bouftang, c'est c'est une association de mini-startups. Voilà, c'est une association, c'est un cluster d'entreprises, c'est une association de micro-entreprises et pour la première fois une société qui s'appelle Bubblefish Entertainment. Donc on agit un peu comme une pouponnière, donc on prend les micro-entreprises, on les accompagne dans des projets. Et Bubblefish, un super exemple de 3 entreprises qui sont mergées pour créer une société, la première société de divertissement à La Réunion. Donc c'est une entité qui est indépendante maintenant, et voilà, donc ça grandit, ça pousse. Donc, ça on entend beaucoup dans les startups qui font des trucs comme ça, mais est-ce que ça se fait beaucoup en jeu vidéo? Le jeu vidéo, en fait, ça dépend des modèles de chacune des entreprises, mais on n'est pas vraiment des startups au sens strict du terme. Est-ce que ça se rassemble comme ça? Oui, ça se rassemble parce que par exemple, moi je suis game designer, j'aurais toujours besoin d'un développeur. Je sais développer, mais j'aurais toujours besoin d'un développeur. Un développeur aurait toujours besoin d'un artiste 3D. Et tout ça, ce sont des compétences où on peut les trouver en micro-entreprise, où selon le projet, tiens, je vais bosser un tel, je vais faire bosser un tel, et un tel fera bosser un tel. Donc c'est un cercle vertueux. D'accord. De se faire bosser. Pour faire monter le chiffre d'affaires. Vous avez créé le pôle emploi du jeu vidéo. Exactement, on a créé le pôle emploi, donc on n'a pas d'argent mais on a des idées. Et voilà, donc dès qu'on a des clients, imagine que demain on a un client qui veut faire un truc comme Ankama, là tout le monde bosse. Le monde bosse, il n'y a pas de concurrence en fait. C'est trop petit pour avoir de la concurrence. D'accord. Et c'est quoi, à terme, ce serait quoi pour toi? Soit Funky Monkey, soit Bouftang, ce serait quoi le truc le plus à terme, t'imagines quoi? À terme, ça serait de pouvoir avoir une roue bien huilée avec Bouftang qui aide les créateurs de projets, les créateurs qui arrivent dans un local où c'est un incubateur, un incubateur, ou plutôt un guide qui vous dit voilà la possibilité. Vous devez bosser vous-même parce qu'on n'est pas des formateurs, on n'est pas des formateurs, attention, mais vous êtes capable de le faire. Il y a un avenir dans la filière jeux vidéo si vous êtes rigoureux, si vous êtes professionnel. Donc Funky Monkey, à l'inverse, moi en tant que game designer, j'ai d'autres projets. Là, je vais commencer une thèse en informatique, je croise les doigts, en 2018. À l'université à l'université de La Réunion.
sur l'apprentissage d'un savoir via les technologies immersives. Donc c'est tout ce qui est gamification, c'est tout ce qui est serious game, donc c'est l'avenir du serious game. Qu'est-ce que tout ça peut apporter à l'apprentissage d'un savoir. Donc peut-être demain on va pouvoir... Game, est-ce que tu peux expliquer Serious game, c'est... comment expliquer ça simplement? Les jeux institutionnels. Oui, c'est tout ce qui est les jeux éducatifs, les jeux à contenu sérieux, à contenu informatif, à contenu sérieux, publicitaire. Pas forcément, non c'est juste qu'on utilise le jeu en tant que média qui véhicule l'information. Le gameplay il reste le même ou bien? Il peut y avoir un gameplay, en fait le curseur de divertissement peut varier selon les serious games. Il y a des serious games qui sont pas du tout fun. C'est un mauvais serious game. Est-ce que tu peux donner un exemple d'un truc que tu as fait Jack Barrow, c'est un super exemple en fait de serious game parce que c'est un jeu. Alors c'est un jeu sur les pétrels, donc sur la sensibilisation de la sauvegarde des pétrels. Donc il y a un message. C'est des oiseaux de la. Les pétrels sont des oiseaux endémiques qui arrivent à la Réunion, qui font des nids et qui sont en danger. Et donc sensibiliser, c'est bel et bien un message important. On utilise le jeu vidéo comme média, comme transmetteur auprès des jeunes. Les jeunes qui doivent être sensibilisés. Donc le serious game, c'est l'outil qui va toucher le plus de jeunes. Ça peut être aussi Oasis qui fait une pub. Donc tout ça, serious game, c'est ça. C'est payé en fait. C'est l'équivalent de la vidéo sponsorisée. On va dire ça avec un message. C'est juste serious game, c'est un jeu vidéo avec un message derrière où tu apprends quelque chose. Ça peut être publicitaire, ça peut être. Ça peut être de type. C'est un message de type publicitaire, informatif, éducatif. Les jeux éducatifs, etc. Ça dépend vraiment. Donc voilà, moi j'aimerais poursuivre dans le domaine du jeu vidéo, de la recherche. D'accord. Et essayer de prouver que le jeu vidéo a sa place en tant que forme scénaristique. En tant que art, mais aussi en tant que moyen pédagogique, en tant que support pédagogique pour les enseignants. Demain, peut-être pour les enseignants, pour tout en fait. L'apprentissage d'un savoir, ça peut être apprendre de la guitare, ça peut être apprendre un cours de chimie, ça peut être de l'apprentissage basique, un apprentissage avancé, théorique ou même applicatif. Apprendre comment changer un robinet. Donc on peut essayer de ludifier, on peut essayer de trouver des moyens de ludifier pour qu'on réapprenne le plaisir d'apprendre. En fait, dans tous les jeux, tu apprends quelque chose en fait. Par exemple, dans le premier Mario, c'est le premier niveau, c'est le truc qu'on parle tout le temps. Bien sûr, c'est le cas d'école. Dans le premier niveau, tu apprends à jouer au jeu. Et on pourrait faire ça pour d'autres matières. N'importe quoi. C'est le plaisir d'apprendre. On apprend sans souffrance. On a toujours dit le travail est égal à la souffrance. Nos générations. Les générations de mes parents, c'est tu as un travail mais tu t'amuses, mais c'est pas un vrai travail. T'as un travail et tu souffres, c'est bien, tu gagnes beaucoup. Donc on est en train de réapprendre à se dire mais peut-être qu'il y a d'autres moyens en fait de vivre. Est-ce que tu penses que le travail c'est essentiel pour la société? Le travail oui, mais travailler intelligemment, non mais le travail comme on le pense maintenant, c'est-à-dire faut travailler pour faire de l'argent, si tu travailles pas moi j'aime à penser que non parce que moi je suis mon travail c'est ma passion en fait. Donc je peux pas dire l'inverse. C'est un peu privilégié. Mais après comme tu dis, à chacun de nous de savoir si on a envie de faire de cette passion un travail. Moi j'adore la musique. Mais je suis pas un musicien professionnel parce qu'à un moment donné je me suis dit il faut que ça reste un loisir, il faut que ça reste quelque chose que j'ai pas envie de toucher. Le jeu vidéo c'est mon métier. Des fois j'ai pas envie, c'est con mais des fois je me dis j'ai bien envie de glander aujourd'hui. Donc il y a cette approche, mais je sais que je peux rien faire d'autre que faire du jeu vidéo aujourd'hui. Je peux rien faire d'autre que de produire. Donc moi c'est ma vision. J'ai pas envie d'imposer cette vision à la société. Je veux juste que chacun de nous puisse se poser la question. Si demain c'est ça qui est forcément quand tu travailles, quand t'as un peu un travail de merde, t'as pas trop le temps. Avant on se pose pas la question. Tu dois faire un travail pour gagner de l'argent. Qu'on puisse se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment fait un travail pour gagner de l'argent ou parce que je ne peux rien faire d'autre que faire ce travail-là en fait. Et qu'on puisse se poser la question. Et le jeu vidéo aujourd'hui, le bouffe-tank, ça sera pose-toi la question. Est-ce que tu vas rester ici, faire du jeu vidéo? Est-ce que tu veux partir à Montréal, faire du jeu vidéo? Est-ce que ça va être juste un hobby? Mais qu'on se pose la question. Il y a 10 ans, c'était pas possible. On se posait pas la question, on allait forcément ailleurs. Donc c'est ça en fait mon Et d'après rapport, toi aujourd'hui, quand on est jeune, comment on se donne le temps de se poser ces questions-là avec les études, avec les travails, avec la pression des parents et tout? Ça, c'est aux jeunes de prendre le temps. Moi je dis, moi j'ai aucun impact sur ça. Moi je peux sensibiliser. Non mais toi comment tu ferais si t'étais jeune aujourd'hui que tu devais commencer en jeu vidéo? Moi je dis juste, faut prendre le temps. Moi le déclic il est venu très tard en fait. Prenez le temps de commettre des erreurs. D'accord. À 18 ans on ne sait pas ce qu'on veut faire. Malheureusement je sais pas si c'est à cause. Je jette pas la pierre. Comment on explique ça aux parents? Dites aux parents que c'est pas grave d'échouer tant qu'au bout d'un moment tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Moi j'ai jamais été aussi heureux de ma vie et je suis content que mes parents
ont accepté mon échec. Je sais que c'est pas un échec, je sais que personne ne considère comme échec, mais au moment où tu es en train de rater tes heures, que tes parents te payent tes études, bien sûr que tes parents se posent des questions et c'est nécessaire, mais au bout d'un moment, tu dis ok, c'est ça que je veux faire maman, papa, c'est ça que je veux faire, et je sais que je galère, mais je vais y arriver. C'est à vous déjà que vous persuadez que vous allez y arriver, mais surtout c'est de rassurer vos parents en disant que worth it quoi, ça vaut le coup, et je te jure que demain je te remontrerai mes jeux ou mon film ou mes animations et tu seras fier de moi. C'est juste ça en fait. Il faut en parler, tu penses aux parents. Il faut en parler, les parents c'est des êtres humains. On peut pas faire son truc dans son coin. Non, mais voilà, tu tires une balle dans le pied. Parce que souvent les artistes ils aiment bien être dans leur bulle, nanana. C'est ce que je reproche aux artistes. Moi, c'est toujours l'espèce de cliché auto-alimenté de l'artiste incompris. Et je pense justement qu'à l'inverse, un artiste qui communique, c'est encore un meilleur artiste en fait. C'est quelqu'un qui sait exprimer son idée, qui n'est pas un autiste dans son coin, etc. Non, c'est quelqu'un qui sait partager et qui partage avec d'autres artistes. Donc non, mais franchement, les parents. Je pense que si t'apportes tes parents, c'est qu'il y a un problème avec tes parents, quoi. Ouais. Je sais pas, mais. Oui, ça dépend des parents. Non, mais je pense qu'il y a aussi ce côté. En avoir marre de pas être compris, des trucs comme ça aussi. Ça dépend d'où tu as grandi. Toi, par exemple, tes parents, ils sont dans la musique. Moi, j'ai eu la chance, j'ai beaucoup de chance. Compréhensibles. Mais si demain tes parents t'interdisent de faire ce que tu as envie de faire, c'est à toi de savoir si tu écoutes tes parents. Ou alors si tu leur dis, mec, je vous respecte, mais là j'ai 18 ans, je vais faire ce que je veux. Et je suis désolé, je sais que ça vous attriste, mais je vais faire ce que je veux. Donc c'est dur de se confronter à ses parents, mais pour avoir la crise identitaire, est-ce que c'est ça en fait, cette espèce de crise identitaire où tu respectes tes parents parce qu'ils t'ont élevé, etc. Mais maintenant, s'ils sont pas d'accord avec ce que tu as envie de faire dans ta vie, à toi de savoir si tu vas les suivre ou est-ce que tu vas suivre ta propre voie. Les deux sont respectables, vraiment. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me disent ok, mais après, vas-y. C'est pas forcément aussi coupé, je pense. Tu peux faire des études un peu à moitié et faire les jeux vidéo un peu à moitié. Oui, bien sûr. Tu peux faire à côté. Et puis même expliquer aussi que c'est une filière. Moi justement, je connais justement des étudiants qui se posent des questions. Je vous dis, les gars, c'est une filière. Vous formez à un métier. C'est une industrie. L'industrie du jeu vidéo a dépassé celle du cinéma depuis un moment. Donc si vous voulez vraiment avoir un job, vous l'aurez votre job. C'est pas une question. Parce qu'on connaît pas trop. Par exemple, si tu peux me donner. À La Réunion. Par exemple, on ne sait pas c'est quoi le salaire d'un mec qui fait des jeux vidéo dessus. Vous tapez salaire d'un mec qui fait des jeux vidéo, il y a l'État qui a des grilles de salaire d'un infographiste, c'est un truc comme ça. En tout cas, c'est ETAR. ETAR, un truc comme ça. En tout cas, c'est très bien renseigné. Un animateur, combien touche un animateur en intermittent, etc. Tout est renseigné. Je vous dis, si tu veux savoir qu'est-ce qu'un game designer gagne, selon les boîtes, selon les trucs comme ça, senior, etc. Tout est renseigné, il n'y a pas d'opacité là-dessus. Donc, non. Oui, c'est les parents qui savent pas en fait. Il faut savoir ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas, donc là, je me couvre les yeux et ça marche pas. Donc, on était déjà un peu en train de parler du modèle économique. Comment tes jeux ils sont financés? Comment tu fais de l'argent, toi, en tant que créateur de jeux? C'est la pub beaucoup? Moi, je fais des jeux gratuits avec la rémunération publicitaire. Donc avec affichage de pub à des moments précis en fait de mon jeu. J'ai fait aussi des versions de ce même jeu payantes pour les gens qui ont envie de s'exempter cette publicité, qui peut être intrusive de temps en temps. J'essaye de pas faire de l'intrusion, mais bon, des fois voilà, il faut faire ce qu'il faut faire. Par exemple, pour une pub, t'es payé combien? Une pub qui s'affiche? Ça, je peux pas te dire parce que ça comme sur varie, YouTube, c'est ce qu'on appelle ça des impressions par... c'est ECPM, des clics par minute. Est-ce que c'est comme sur YouTube, 1 centime pour chaque personne qui va... C'est dans ces ordres-là, même, je te dirais même, c'est 0,1 centime par personne qui va visionner ou cliquer. Donc c'est ridicule, et c'est pour ça que quand tu le fais en gratuit, il faut que tu aies des millions de téléchargements pour pouvoir espérer avoir un revenu. Donc c'est un modèle qui a commencé à marcher et qui commence à s'essouffler un peu. Donc il y a aussi les systèmes de DINAP. Donc moi j'en ai pas encore fait parce que, c'est les contenus téléchargeables. Des contenus téléchargeables, payants, achetables, avec de la vraie monnaie. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut en fait en tant que développeur. C'est à toi de définir ton propre modèle économique. Moi je fais d'autres choses. À côté de mon auto-publication, je fais de la formation. C'est beaucoup comme ça les indés. Oui, c'est ça, un indé. Moi, je fais énormément de choses. Et j'adore. C'est pas de la contrainte, c'est que je fais de la BD, je fais de tout en fait. Je m'amuse vraiment. C'est quoi ta source principale de revenus? Ma source de revenus?
Principal, moi je te dirais, la formation, c'est quand même assez À une grosse source à Lillois. prof. Je suis intervenant, je suis pas prof. D'accord. J'interviens en game design, donc c'est bien Combien payé. d'heures par... Ça dépend, ça varie vraiment. Chaque année, Lillois me contacte, etc. Il y a d'autres centres de formation. J'ai fait une formation pour les formateurs à l'Université de La Réunion parce qu'ils s'intéressent au serious Et ils game. payent les gens à l'université? Bah, j'espère, oui. Donc voilà, la formation, c'est quelque chose que j'adore transmettre. Et c'est pour ça que je vais faire une thèse sur la transmission de savoir, l'apprentissage de savoir, donc c'est quelque chose qui me concerne. Donc non, moi je te dirais, je fais de l'autopublication, j'adore faire des jeux, je fais aussi de la prestation, donc des jeux pour d'autres personnes où je suis rémunéré. Les serious games. J'ai fait du character design, j'ai fait beaucoup de game design, j'ai fait du consulting aussi pour Bubblefish, D'accord. où on a fait un petit séminaire, où on pensait des idées pour Opcalia, donc c'est des trucs de centre de formation. Honnêtement, il y a tellement de choses à faire. Oula, commence à pleuvoir un peu. Ouais. Bah, je sais pas, on se met à l'intérieur? Ouais, on va tester à l'intérieur. On est de retour après la pluie. Back in business. On a changé d'endroit parce qu'il pleuvait là où on était. C'est un métier à risque. J'étais pas préparé à ça. Et donc là, on va parler de comment on fait un jeu de A à Z. Yay! Donc déjà, comment tu sais quel jeu faut faire ou pas? Parce que tu m'avais dit une fois, on fait pas des jeux comme ça, on fait des jeux pour un public. Ouais, effectivement. En fait, c'est un jeu vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui est destiné à un marché. Et comme tous les produits qui sont destinés à un marché, il y a une cible. Donc la première chose à déterminer en tant que game designer, c'est effectivement de savoir quelle est cette cible et comment la contenter. On est d'accord. Et comment tu sais s'il y a une cible? Tu sondes le marché. Là, c'est sûr que... tu vas sur l'Android Store, tu regardes tu regardes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, tu sondes vraiment comme n'importe quel autre marché, tu essaies de voir ce qui marche pas, quelles seront les tendances aussi, on parle de tendances. Est-ce que les gens aiment bien les jeux de course, etc. Donc honnêtement, là, il n'y a pas de secret, c'est une partie de poker, tu mises sur des types de jeux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de bien cibler cette cible, cette audience, et de savoir quelles sont ses attentes et comment combler leurs attentes. On est d'accord qu'une cible qui aime les jeux de course, ils ont des attentes particulières, comme l'impression de vitesse, comme la customisation, etc. Donc, c'est des choses qu'on apprend en game design qui nous permettent de bien déterminer les besoins d'une cible et de rajouter du fun en barre pour essayer de surprendre un peu le joueur, quoi. Et comment tu sais un peu à l'avance combien de temps ça va te prendre pour faire un jeu? Tu le détermines. Tu le détermines parce que c'est important. On est d'accord que soit ça va te coûter du temps, soit ça va te comment coûter de l'argent. Comment tu fais pour manger en attendant? Parce que exactement. Pour ceux qui ne savent pas, les jeux, tu les fais pendant en indé surtout, pendant tout le développement, t'es pas payé en fait. Ouais, c'est ça. C'est que quand le jeu sort, s'il marche, t'es payé. Quand le jeu sort, quand c'est un jeu payant, t'es payé directement à l'achat. Quand c'est un jeu gratuit, c'est plus le joueur joue longtemps, on va dire, plus ça va marcher. Donc comment on détermine la durée de prod? En pré-prod. Tout à l'heure, tu avais dit 3 mois pour faire un jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te prend toujours 3 mois de faire un jeu? Ça dépend, honnêtement. C'est toi qui détermine. C'est pas l'inverse, c'est toi qui détermine l'ambition de ton projet. Il y a 3 étapes qui s'appellent la pré-prod, la prod et la post-prod en jeu vidéo. Et en pré-prod, tu détermines ce que ton jeu sera en version écrite avant même de commencer un bout de code. Et une fois que tu as fait cette pré-prod, ton jeu il existe. D'accord. Tu as juste à faire ce qu'on appelle la liste des ressources. Tu vas lister toutes les choses à produire et là, tu peux savoir combien de temps. Tu peux faire un calendrier aujourd'hui, je fais des designs aujourd'hui. Tu fais un calendrier et tu dis, telle ressource, ça va me prendre combien de temps? Est-ce que tu en parles à des gens avant de te lancer? Oui, l'avis des gens est super important, surtout des professionnels qui sont avec moi à Bouffetang. J'écoute beaucoup. Je fais des petits pitchs pour savoir s'ils sont intéressés dès la pré-prod, parce que sinon c'est mort. Ouais. Si on n'a pas un réseau de professionnels autour, à qui on peut pitcher son jeu un peu sur Internet peut-être? Parce qu'il y a des forums, des endroits où on se retrouve. Forums, sur Twitter, il y a des groupes sur Facebook. Moi, je gère un groupe qui s'appelle les créateurs de jeux indépendants francophones. D'accord. Et il y a toujours les gens sont très bienveillants. C'est tous des passionnés. Donc, soit vous avez vos potes, on est d'accord qu'on est tous des passionnés de jeux vidéo. On n'est pas tous des game designers, mais on a une espèce de culture vidéoludique qui fait que j'y jouerais bien. Et déjà ça, en fait, j'y jouerais bien, ça tease. Donc t'es déjà dans une bonne lancée, en fait, tu vois. Donc moi je te dirais, ça dépend vraiment. Tu peux très bien te lancer sur un jeu qui va te coûter 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois de ta vie.
2 ans. Ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire et le nombre de personnes qui bossent sur ton projet. Tu peux bosser tout seul, mais tu peux bosser à 2. Donc 2 fois moins 2, 32. Mais comment tu fais pour convaincre des gens de bosser pour toi gratuitement, entre guillemets ? En fait, tu les convaincs pas vraiment, c'est que vous parlez ensemble. On est d'accord que si ils vont pas bosser pour toi gratuitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, t'as un pote, t'as toujours voulu faire un jeu avec lui, vous divisez les tâches en 2. Généralement, c'est le binôme artiste-développeur qui marche le mieux. Et voilà, chacun a son taf à faire et c'est 50-50 tout simplement. Si c'est vraiment ton projet, à toi de voir avec le mec s'il veut pas trop s'investir, faire du 70-30. D'accord. Mais là, il n'y a pas de règle. C'est vraiment selon l'implication des gens dans le projet. Et soit tu les payes, parce que c'est quand même soit tu les payes pas et tu t'arranges pour les mettre dans les crédits. Soit c'est des mecs qui ont besoin de Dans les jeux vidéo, on met pas forcément les gens dans les crédits. Il faut. Moi, je pense que justement, ceux qui le font pas, beaucoup de crédits dans les jeux vidéo. Il faut surtout, et surtout si les mecs ils bossent gratuitement pour toi, mec, c'est la moindre des choses. Oui. Mais en plus, c'est tout à la fin. Non, mais dans les jeux vidéo en général, c'est tout à la fin. Du coup, si tu finis pas le jeu, tu sais pas qui l'a fait. En fait. C'est un peu bizarre. Et en plus, regarde, Horizon va avoir ton nom dans les milliers de noms. Tu sais, c'est pas valorisant non plus, quoi. C'est valorisant dans une certaine mesure. Quand tu tapes sur Google ton nom, il y aura Horizon. Il y aura ton nom, donc. Non, je pense que tant que tout le monde s'y retrouve, gratuit ou pas gratuit, le but c'est de faire du jeu vidéo. En hobby ou professionnellement parlant, il faut trouver, si t'es professionnel, il faut trouver un modèle économique. Tu fais pas un jeu juste pour faire... Quand t'es pro, tu fais un jeu pour manger. Ouais. Tu fais des jeux pour manger. Et comment tu restes motivé pendant que tu fais le jeu ? Mentalement, vu que comme tu travailles pour toi et tout, il n'y a personne pour te dire non, faut sortir le jeu. Généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on a toujours ce qu'on appelle un salaire de survie. C'est tu fais des trucs où tu es très très bon et qui te coûtent pas trop de temps à produire. Ça te permet d'avoir des petites prestats, on va dire flash, d'avoir un petit peu de souffle. C'est des trucs institutionnels et tout bien. Ouais, en fait, ça dépend vraiment de tes compétences. Si tu es un artiste, si tu es un infographiste, ce sera des trucs institutionnels. Si tu es un dev, ça sera plutôt des applications. Le salaire de survie va te permettre de survivre assez pour pouvoir continuer à faire tes jeux à côté. Sinon, t'es riche et tu fais ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps et l'argent, de toute façon, sont liés dans le jeu vidéo. Et il faut que tu aies les deux pour pouvoir avancer, pour pouvoir finir ton jeu. Parce que sinon, si tu es à la porte, t'es SDF, tu vas moins avoir le temps de bosser sur ton jeu. Donc non, il faut faire la part des choses. La motivation, mec, déjà, la motivation au début, ça va. Mais vers la fin, quand tu as fait 90% du jeu, c'est pas marrant. Là, il n'y a pas de secret, il faut vous trouver la force en vous-même de dire mec, j'ai passé tant de temps là-dessus, il faut le finir. Je sais que je peux améliorer, mais il faut le finir. Il n'y a pas de secret, c'est la détermination. Est-ce que tu fais du storytelling sur tes jeux, sur les réseaux sociaux et tout ? Ou bien est-ce que tu en parles que quand c'est fini ? Du teasing. Non, moi, en fait, je le fais pas trop, malheureusement. Est-ce que tu aimerais bien le faire ou bien c'est... J'aimerais le faire. Il faudrait un truc de com. J'aimerais le faire, mais ça prend du temps, encore une fois. Il faudrait une autre personne pour le faire ou bien le faire toi-même ? Je pense que, à la limite, soit il faut trouver une autre personne pour le faire, soit je le ferai vraiment bien, en fait. J'aime pas faire les choses à moitié, et je sens que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour valoriser ton truc. Mais ouais, donc il faut le faire, c'est sûr. Mais je le ferai de plus en plus. C'est juste que moi, je pense que plus tu as de personnes dans ton équipe, plus tu es motivé à partager ce que tu fais avec cette personne. Faut pas bosser tout seul. Oui, quand tu es tout seul, tu es là, tu as honte. Alors qu'en fait, quand tu es à deux, déjà, tu as envie de valoriser le travail de l'autre. Donc tu vas dire, vas-y, on va publier ça, ça va être cool. Quand tu es tout seul, tu as de l'autocensure, tu as de la pudeur. Il n'y a que toi, il n'y a personne pour dire si je le fais pas mon jeu, personne ne le saura. Exactement, c'est ça en fait. Donc moi je pense que c'est toujours mieux de faire au minimum à deux. Et puis même, tu en ressors ta relation avec l'autre personne, tu t'en ressors vraiment grandi, quoi. Donc non, franchement, à deux, c'est une belle émulation, je trouve. Et la nuit avant de sortir un jeu, tu penses à quoi ? Comment tu te sens ? Tu dors pas. Donc tu te sens fatigué. Et comment ça se passe ? Il y a un truc où tu envoies le jeu et Google il dit il va sur le store, il va pas. Ouais, c'est ça. En fait, tu envoies ça à Google ou alors à Steam ou à tous les trucs que tu veux. Ils ont un temps de validation. Combien de temps Google ? Google, c'est vachement rapide, c'est dans la journée. D'accord. iOS, c'est une semaine. Ça va. Ça va, mais pendant une semaine, tu serres un peu les fesses. Et des fois, c'est même 2 semaines s'ils sont un petit peu vers Noël par là. Commence à iOS, ils font un peu plus attention, bien c'est. Oui, c'est ça en fait. Est-ce que tu vois la différence entre le marché de Google et des stores ? Donc,
il n'y a pas trop de verrous en fait Android, donc ils en pâtissent un petit peu. Est-ce qu'il faut payer pour être sur le store? Oui, Android tu payes une fois, iOS tu payes une fois par an. D'accord. Donc généralement c'est un forfait, hein, tu payes le droit. C'est combien par an pour... Moi je te dirais 100 euros, 100 $. D'accord. Une fois pour Android. Ça peut évoluer, hein. Moi je te dirais peut-être une connerie. Et c'est 100 euros pour iOS par an. D'accord. Et Android c'est pour toujours? Ouais, pour toujours. Ouais. Ah bah c'est pour ça. Ah ouais, c'est beaucoup plus. Mais tu vois, justement, c'est pas le même service. Hein. Apple Store, c'est vraiment quelque chose de plus particulier. C'est pour ça que les mauvais jeux, ils sont purgés au bout d'un moment, je pense. Ouais, t'en as marre de payer 100 euros pour regarder ton c'est clair. Est-ce que tu célèbres la sortie de ton jeu? Oui, et je pense qu'il faut tout le temps faire ça. Même, je te parle pas de jeu, mais il faut être fier de n'importe quel projet. Il faut être fier. Parce que quand on bosse tout seul, souvent on va pas... Oui, tu dis j'ai sorti et puis basta. En fait, non, c'est vraiment du travail et un effort qu'il faut récompenser. Se récompenser, parce que on a tendance à être trop dur envers nous-mêmes. Ouais. Et quand on sort un jeu, il faut faire l'inverse. Il faut dire, ok, waouh, j'ai quand même fait quelque chose de cool. Et les gens doivent te dire, waouh mec, t'as fait quelque chose de cool. Donc nous, à Bouffetant, on encourage... On essaie de faire des pots de temps en temps quand il y a quelqu'un qui sort un jeu, vas-y, tiens, je t'invite à bouffer. Mais des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est de marquer le coup. Tu as fait quelque chose que les gens ne font pas, on marque le coup. Tu as sorti une BD, on marque le coup. Tu as fait une animation qui déchire, on marque le coup. C'est con, mais mentalement, ça va imprimer des images positives. Pour ça que c'est important pour la prochaine, un entourage qui va te motiver à faire d'autres choses, parce que c'est pas la fin. Quand tu as sorti un truc, tout ce que tu as envie de faire, c'est en faire un deuxième. Et si tu n'as pas une bonne expérience de la première fois que tu as sorti un jeu, tu as moins de chances de finir ton deuxième. Et les jeux vidéo, contrairement aux autres formes de fiction, on va dire, quand un film il sort, il est fini. Alors qu'un jeu vidéo, tu dois faire des mises à jour derrière. Comment ça se passe? Est-ce que c'est pas un piège de vouloir faire? Est-ce que tu as des jeux qui sont sortis il y a hyper longtemps que tu mets encore à jour? Bah malheureusement ouais, c'est un peu le problème, c'est que moi j'ai commencé sur un moteur qui s'appelle Dream Game et on y est plus en fait, on est sur Unity, donc mettre à jour des jeux comme ça. Tu peux plus? Bah c'est pas que je peux plus, c'est que c'est très compliqué de se remettre sur un autre moteur, donc j'ai pas envie en fait. Donc pour moi, les jeux, les expériences, en tant que game designer, je préfère les jeux comme les séries en fait. J'adore les mangas. Et les meilleurs mangas que j'ai vus, ce sont des séries courtes qui se finissent. Toi, t'es pas, tu penses pas comme Ankama, ça fait 10 ans qu'ils font le même jeu? Oui, non, moi je trouve que en fait, il y a une phrase célèbre qui dit soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour devenir le méchant. Et c'est vrai pour pas mal de choses en fait. Je trouve que les jeux vidéo, les médias qui sont vecteurs d'expérience doivent finir, doivent avoir une fin. Et je sais que les joueurs vont te dire oui, fais ça, fais le 2, fais le DLC, mais c'est bien, il faut garder ça et ne pas faire le 2. On sait tous que le 2 est moisi. Cendrillon 2, c'est moisi. Bah après, c'est pas forcément le Roi Lion 2, c'est moisi. Ankama, c'est pas le 2, c'est... Oui, il continue, mais je dis juste qu'une expérience, c'est fait pour se lasser. C'est con, hein, même mais en un jeu vidéo, il y a une fin. Il y a une fin, et puis c'est comme ça. Tu as aimé mon jeu, et je vais en faire un autre, tu vas voir, il va être trop cool. D'accord. Mais voilà, moi je suis pas forcément pour... Sauf si t'as un... Oui, Ankama, c'est un jeu qui fait de l'argent. Voilà, sauf si tu fais un jeu où tu te dis, d'accord, mon modèle économique, dans mon modèle économique... C'est un MMO. Pour ceux qui connaissent pas Dofus, c'est un MMO où tu payes tous les mois pour avoir un abonnement pour débloquer tout le jeu. Et il y a une partie gratuite. Là, on est d'accord qu'ils ont fait un jeu qui était prévu à la base pour avoir du contenu qui arrive et qui continue. Mais un autre truc qui est pas fait pour ça sert à rien de rajouter des trucs qui n'étaient pas adaptés. Parce que les DLC aujourd'hui, en soi, tu peux faire un jeu et rajouter 50 niveaux toute ta vie. Exactement. Donc il y a des bons exemples. Est-ce que tu penses que c'est un piège ou bien... Non, je pense que ça dépend de la volonté des game designers. Moi, je trouve que je le ferai pas. D'accord. Mais je comprends que certains jeux, comme The Witcher 3, waouh, juste les DLC, les extensions, mais c'est un autre jeu carrément. Donc, des fois, c'est des bonnes idées, mais le temps qu'ils ont pris pour refaire les DLC de Witcher 3. Donc, en fait, ça dépend. Moi, je me risquerai pas parce que je suis quelqu'un de... J'aime bien partir dans plein de délires différents. Et faire un nouveau jeu, ça permet de découvrir d'autres facettes d'un autre univers. Donc je suis très zapping, je suis très je vais faire un jeu en sci-fi, je vais faire un truc médiéval, j'ai fait un truc tu vois, et changer de jeu, ça me permet de découvrir comment une autre histoire que je peux raconter en fait. Mais c'est moi.
Et je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire à la fin d'un jeu? Quand tu dis tu veux carrément changer de truc, est-ce que les joueurs qui voudront pas forcément suivre et tout, qu'est-ce que tu as à leur dire? Par rapport aux autres auteurs, par exemple, quelqu'un qui fait un film, je sais pas moi, qui fait un film d'action, il peut faire un film d'horreur après. Ouais. Les gens vont être moins regardants qu'un mec qui fait du jeu vidéo, qui fait un autre genre et tout. J'ai l'impression que les gens sont plus durs sur les gens qui font des jeux vidéo. Ben, je sais pas. Moi, je pense que les mecs de Uncharted, là, par exemple, ceux qui ont fait Crash Bandicoot, ils sont bien démerdés, quoi. Telltale Game, à l'inverse, ils ont fait que ça toute leur vie, ils sont bien démerdés. Donc, non, mais s'ils avaient fait Uncharted et après ils avaient fait Crash, je pense que notre boulot d'artiste, c'est aussi que les gens, quand ils aiment ce que tu fais, c'est vraiment génial, mais de les surprendre. Voilà. Dans pas d'autres forcément registres. les écouter. Non, tu sais quoi, on n'écoute pas les gens. on fait des choses, les gens ils aiment bien ce qu'on fait, mais on écoute, mais au bout d'un moment, les gens nous aiment pour ce qu'on fait, pas parce qu'ils nous écoutent en fait. Donc voilà. Est-ce que toi, tu préfères qu'on te connaisse par rapport à tes jeux? Ou bien, est-ce que tu laisses tes jeux parler pour toi, ou bien tu as aussi des trucs à raconter, tu penses? Je pense que c'est un ping-pong. Je pense que mes jeux, ce sont des bébés qui font leur vie en fait. Ils ont des choses à raconter et ils sont assez autonomes pour raconter eux-mêmes les histoires. J'ai toujours des choses à raconter et pas forcément dans les jeux vidéo. Je fais pas mal de BD, je fais pas mal d'autres choses et j'aurai toujours des choses à raconter. Et le jeu vidéo, c'est un super média qui est tellement riche en son, en histoire, en gameplay, en images, en lumière, on peut tellement faire de choses que c'est pour ça que je fais du jeu vidéo, c'est que on est capable on a un canvas, on a une toile artistique qui est juste énorme en fait. Donc moi je dirais mes jeux racontent une histoire, mais si tu vois le panel des jeux que j'ai fait, je sais qu'il y a un fil rouge, sans faire exprès. C'est quoi je sais ton que c'est thème moi, en fait. qui revient à chaque fois? Tous les auteurs, ils ont un truc ils refont la même chose. Moi j'aime bien la parodie, j'aime bien pas me prendre au sérieux, mais avec des règles quand même qui sortent un peu de l'ordinaire. Je ferai jamais un jeu ordinaire. Je suis très dans l'arcade, mais sans prétention. Hein. C'est mon univers à moi et je me dis que peut-être que les gens qui sont intéressés. Si on cite le jeu de puzzle que je t'avais dit. Ouais, Puzzle Galaxy. Ouais. Ça parle de quoi? C'est un capitaine blob qui a perdu, qui s'est fait kidnapper tout son équipage. Donc il y a 100 blobs qui sont perdus dans l'espace et son sergent le réveille et dit hey mec. Tous les gars sont été kidnappés, donc on va aller les sauver. Donc on passe de planète en planète, donc tous les 10 niveaux t'as des nouvelles planètes et t'as des nouveaux monstres. Et en termes d'histoire et de thème, tu penses c'est quoi est-ce que tu penses aux valeurs que tu essayes de faire passer, au message entre guillemets, ou bien non, parce qu'il y a un peu la communauté, il y a un capitaine qui essaye de protéger son équipage. Ouais. C'est les trucs auxquels il y a la progression aussi. Non, en fait, c'est un savant mélange entre le game design, donc il faut que ce soit fun, et raconter une histoire. J'adore la science-fiction, j'adore les blobs, donc au bout d'un moment, moi j'aime bien faire des petits trucs un peu comme ça, mais non, il n'y a pas de valeur. Je suis pas très moralisateur, j'aime bien juste faire des kiffs et me dire putain, ouais. J'aimerais bien vivre dans ce monde-là en fait. J'ai fait un jeu qui s'appelle Space Llamas qui est totalement barré. C'est des lamas de l'espace qui se crachent dessus, mais des fois je pars dans des délires et les gens aiment bien apparemment quand je pars dans ces délires. Donc je continue en fait tant que j'ai du soutien de ce côté-là et que je m'amuse, je pourrais faire ça en fait. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument raconter des histoires dans les jeux? Pas forcément. Moi, je renverse la question. Je pense que chaque jeu raconte une histoire sans vraiment vouloir raconter quelque chose. Super Mario, il n'y a pas d'histoire vraiment au début, mais pourtant, on vit une aventure, on vit une expérience. Donc, une expérience raconte forcément une histoire. Sans parler, quand tu sautes d'une plateforme à une plateforme, quand tu vas délivrer... C'est de l'exploration, c'est de l'exploration. Le plaisir donc, d'explorer. N'importe quel jeu, Pac-Man aussi, n'importe quel jeu te raconte quelque chose en jouant en fait, learning by playing comme on dit. Donc je pense que le jeu vidéo a ça de spécifique, ce lien entre le joueur et son avatar que d'autres médias n'ont pas. Oui, souvent on dit les jeux vidéo ça raconte pas d'histoire, mais en fait j'ai l'impression que ça raconte des expériences. Il faut y jouer. C'est le sentiment que tu essayes de reproduire pour la personne en face. Donc on parle d'expérience et je pense que les expériences sont vectrices d'histoire sans parler, sans narration telle qu'on connaît dans le cinéma audiovisuel ou même dans le livre, etc. C'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on commence à comprendre. Hein. Le game design, c'est quand même une science qui est très récente, dans la recherche, etc. Le jeu vidéo a 60 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on commence à se dire, ok, le jeu vidéo, c'est déjà un art, et voilà comment on peut
utiliser le scénario interactif pour raconter des choses, mais même sans scénario, on peut quand même raconter ces expériences. Journey, tu connais Journey? Oui, je vous encourage vraiment. C'est des petits bonhommes dans le désert. Oui, dans le désert, donc c'est ce qu'on appelle de l'emotional design. Et c'est ce que je veux faire en fait, c'est essayer de raconter quelque chose juste en te déplaçant dans un univers. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue, il y a juste tu peux pas communiquer entre les joueurs. C'est ça. Donc Journey, c'est la consécration même de que tu peux raconter une expérience sans passer par des mots, par des textes. Voilà, tu peux vraiment faire des trucs. Donc voilà, Journey, c'est un super exemple de game qui marche. On peut faire ça. On arrive vers la fin, donc je vais te demander, en tant que créateur de jeux, à quoi tu joues. Et parce que maintenant que tu fais des jeux, tu dois avoir les ficelles un peu. Ouais, les trucs pour te faire... à ce moment-là, ça doit être trop bien. À ce moment-là, ça doit être un peu dur pour que tu aies envie de rejouer. C'est un peu comme les scénaristes qui regardent des trucs au cinéma, mais c'est juste que, imagine Blizzard qui est sur un jeu, c'est des milliers de personnes qui bossent en même temps sur ce jeu-là. Donc moi je suis juste un petit indépendant, je suis juste un petit rouage dans le truc, donc j'ai pas toutes les ficelles, mais des fois je vois des petits tips que nous on rajoute dans nos jeux, qu'ils ont rajouté pour gruger. Est-ce que tu peux citer un petit truc que tu as vu peut-être que j'ai vu, voilà, j'ai pas en tête, mais ce que je sais c'est que par exemple dans les jeux de plateforme, tout ce qui est nocif, comme des pics des ennemis, on a la boîte de collision a tendance à rétrécir pour vraiment donner la sensation au joueur que quand il a touché l'ennemi, c'est vraiment de sa faute. Et à l'inverse, tout ce qui est les bonus, les pièces, etc., les cœurs, on a tendance à grandir pour la sensation de survie. Donc on a plein de petits tips comme ça. C'est du fun en barre qui permet aux joueurs de se sentir plus fort, de se sentir mieux. Qu'on dit jamais aux joueurs. C'est un peu cheaté. La boîte de collision, ça veut dire la zone dans laquelle tu dois rentrer pour avoir un item. Pour activer l'item ou pour activer l'ennemi. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, des manipulations. On parle de manipulation, etc. Voilà. Et t'as pas dit donc à quoi tu joues? Est-ce que tu joues encore aux jeux vidéo comme avant? Est-ce que tu... c'est vrai que j'ai eu une petite passe où je jouais moins. Maintenant, j'ai acheté une PS4 donc et avec le PS Plus, donc le PS Plus me permet d'avoir 4-5 jeux par mois. Oui, t'avais dit t'aimais bien les trucs de VR, est-ce que ça a un rapport? Non, je joue plutôt en ce moment. PS Plus, j'ai mal compris. Le PS Plus, donc c'est la PS4. C'est un abonnement pour avoir des jeux. Ouais, pour découvrir des jeux. Donc j'ai joué à Last of Us, j'ai joué à Uncharted 4, j'ai fini là récemment The Witcher 3. D'accord. Là, je suis sur Horizon Zero Dawn, qui est énorme. Donc je suis plutôt dans ces jeux un peu très époustouflants, très... Les 3. Journey, évidemment. Journey, les gros jeux, quoi, les jeux... voilà, les trucs. J'essaie un petit peu... Est-ce que tu peux citer un petit jeu indé, un truc comme ça? Un petit jeu indé que j'ai adoré. Moi, j'ai bien aimé Undertale. Ouais, Undertale, c'est de la bombe. Qu'est-ce que j'ai... Life is Strange, c'est pas un jeu indé, mais j'adore le principe. Shade of Light aussi, un petit jeu indé. J'ai pas en tête là. Pourtant j'en joue beaucoup. Là, est-ce que c'est sur Steam que tu traînes ou bien tu traînes sur plutôt les sites Itch.io, les trucs comme ça? Ouais, Itch.io, Steam, même est-ce le que PS tu joues sur PS mobile? Oui, un petit peu de temps en temps au Idle Game. Je sais pas, tu connais les Idle Game. C'est un peu comme les Clicker Hero, Clicker. Enfin, c'est des jeux qui. C'est un nouveau type de jeu sur mobile où ils jouent tout seul, où t'as juste à cliquer. Des jeux de gestion, un peu des jeux de gestion. Est-ce que tu peux citer peut-être un film, un truc comme ça, ou bien une BD, un truc en dehors du jeu vidéo? Ouais, une BD. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Oui, alors il y a une super BD de Pénélope Bagieux qui s'appelle Culottée. Et elle a fait plusieurs tomes. C'est sur les femmes dans l'histoire, en fait. Les femmes renommées, les femmes, on va dire, culottées, qui ont vraiment touché l'histoire. Donc c'est super intéressant, c'est super bien raconté. Voilà, donc je recommande ça. Ce sera en lien comme tous les autres trucs qu'on a cités, si j'arrive à retrouver tout. Culottée de Pénélope Bagieux. Sinon, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Spider-Man Homecoming. Oui. Et j'ai adoré comment c'était écrit. Et Guardian of the Galaxy aussi. Les nouveaux Guardian of the Galaxy, je sais pas, je connais. C'est avec Chris Pratt et tout. Non. C'est la série animée. Le comic. Je sais pas. Ça, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Il y a plus Star-Lord, c'est la copine de Star-Lord, c'est Kitty, tu sais, de X-Men, là, celle qui traverse les objets. Ouais, vraiment cool. Je vais placer un petit truc là. Marvel, c'est mieux que Star Wars. Allez. Oh, drop the mic. On dirait pas comme ça, mais là, il a laissé le micro. Faut le dire. C'est le Marvel c'est le Star Wars de notre époque. Est-ce que j'ai encore? Est-ce que tu veux
Parce qu'après, on va arriver au mot de la fin. Est-ce que tu veux placer des réseaux sociaux, des jeux, un jeu auquel tu veux que les gens y jouent? Si tu devais conseiller un premier jeu aux gens qui te connaissent pas. Journey, je pense que Journey c'est Non, mais un jeu à toi. Un jeu à moi. Journey. C'est moi qui l'ai fait. Un jeu à moi, ouais, Space Lamaz. Space Lamaz, c'est une... Comment on fait pour le retrouver? On va sur ton site. Ouais, sur Funky Monkey. De toute façon, ce sera en lien. Mais... Oui, funkymonkeystudio.com, ou sinon vous tapez Funky Monkey Studio sur Android. C'est Studios avec un S. Studios, oui. Parce qu'il y a un autre truc, c'est un truc de fitness. Oui, Studios, c'est pas le truc de fitness. On était là avant. Ah. Et ouais, donc il y a ça, il y a aussi, sinon, enfin moi j'aime bien les jeux, je veux faire des jeux de 1v1 en PvP, donc à Space Lamaz, et sinon je viens de sortir un tout nouveau jeu qui s'appelle Dragon Rune Arena. Et ça c'est sur tout, parce que les autres jeux c'est sur Android uniquement, là c'est sur iOS. Là c'est sur iOS aussi, donc Dragon Rune Arena est sorti sur iOS récemment, pareil c'est un jeu sur la même tablette où on joue 1v1, donc si jamais vous êtes en train de boire une bière et que vous attendez... Justement, vous avez commandé une bière et que vous attendez votre bière, vous lancez Dragon's Rune Arena, vous bastonnez à coups de dragon, à coups de boule de feu de dragon, et puis voilà, ça permet de patienter. Donc, d'accord. Voilà. Bon, bah merci. Je vais te laisser la question de la fin. Oui. Bon, là, imaginons, parce que l'émission, c'est un peu destiné aux jeunes, on va dire, que les personnes un peu comme moi et comme toi qui étaient perdues au lycée en voyant la conseillère d'orientation qui te donne des trucs, t'es là... Qu'est-ce que tu dirais à une personne de 12 ans, là, qui connaît rien, mais qui veut faire du jeu vidéo? Moi, je dirais de faire du jeu vidéo, de commencer dès 12 ans. Maintenant, aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'information où des gamins de 12 ans nous font des tutos sur Unity. Donc, c'est possible. Il n'y a rien qui t'empêche de faire du jeu vidéo aujourd'hui. Rien, techniquement rien. Avant, j'aurais pas dit. Mais aujourd'hui, tu as envie de bosser dans le jeu vidéo. Je dis bien bosser, hein. Je dis pas jouer aux jeux vidéo toute la journée. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent, disent, ouais, je veux bosser dans le jeu vidéo. Non, tu veux jouer aux jeux vidéo, c'est pas pareil. Donc c'est de la rigueur, c'est du travail, certes, mais c'est une super expérience, c'est une passion de malade. Moi, je me lève tous les jours en me disant, putain, je fais du jeu vidéo à La Réunion, c'est trop un truc de malade. Tu rencontres pas mal de gens aussi barrés que toi, qui font de la BD, qui font de l'animation, qui font de tout. Donc voilà, moi je dis, t'as 12 ans, tu veux faire du jeu vidéo, ben commence à faire, participe à des game jams, regarde des tutos et essaie de trouver des potes. Et comment on trouve une game jam à Bouffetang, en tout cas, à La Réunion, nous organisons des game jams, on va dire 2 fois par an, 2 fois par 3 fois. Et je crois qu'il y avait un site, non, où il y a toutes les game jams du monde, un truc comme ça, je crois. Oui, sûrement. Quand on tape game jam sur Google. Il y a aussi des game jams que tu peux faire par internet. Oui, par internet, comme la Ludum Dare par exemple. J'encourage vraiment à faire la Ludum Dare. Donc ouais, si tu veux mettre des liens de game jam, en tout cas, tu tapes game jam sur Google. Généralement, tu vas trouver ton bonheur. Il n'y a pas des trucs que tu aurais aimé dire à la personne quand toi tu commences, par exemple, apprendre l'anglais? Je pense à un truc à 12 ans, je t'en rends pas compte, mais ça va te servir à fond. Bah alors, 2 choses. Apprends l'anglais, apprends les maths surtout. Moi, j'étais très très nul aux maths et je voyais pas l'application en fait qu'il y avait derrière. Et en fait, le jeu vidéo, c'est des maths. Est-ce qu'il n'y a pas des maths plus spécifiques pour le jeu vidéo qui pourraient commencer à apprendre? Il y a la programmation objet, le C#. La programmation, c'est des maths en fait, le code tout simplement, donc le Java, le Sharp, le Python pour les débutants. Donc les maths pour comprendre les algorithmes et les fonctions, c'est ce qu'on fait appel aux... Et c'est des maths appliquées, c'est pas des maths appliquées. Comme vous apprenez à l'école, c'est pas des maths théoriques. Pas à avoir peur si vous êtes en L et tout. Non, c'est des maths appliquées, donc ça reste des maths. Vous pourrez voir les résultats directement en théorie. C'est-à-dire tu tapes la formule, tu appuies sur entrée, et tu vois ce que ça fait, ça marche pas. Oui, bien sûr. Bah merci. Merci à toi. C'est la fin. Je sais pas ce qu'il faut dire à la fin. Il va falloir trouver un truc. Merci d'avoir donné de ton temps et j'espère que ça va aider les gens un peu. J'espère aussi. En tout cas, ce fut un plaisir. Et puis à très bientôt, j'espère. Ouais. À bientôt. Yes. Pour un prochain épisode. Ah, ça continue à enregistrer. Yes. Ouais, parce que sinon on va falloir... Alors là, on court parce qu'il y a la pluie. Ouais, on était dehors et il y a la pluie qui... Waouh. Ça, c'est du live. Je pense pas qu'on va s'en y parler.